Bien, bonjour à tous. Je vois que malgré tout, l'administration du collège, avisée comme d'habitude, a bien fait d'organiser ce colloque plutôt dans l'amphi Navarre que dans l'amphi Alvax, où on aurait été trop à l'étroit. Je voudrais commencer par remercier chaleureusement tous mes collègues qui ont accepté de participer à cette rencontre, ce séminaire en forme de colloque, et tout particulièrement ceux qui ont dû venir de l'extérieur de Paris, que ce soit de la province ou de l'étranger, ce qui, par les temps qui courent, est un petit peu plus compliqué pour des raisons sociales que vous connaissez. J'aurai l'occasion de vous les présenter successivement. Par rapport au programme qui a été diffusé, il y a il y a deux modifications. Normalement, Mme Chemillé-Gendreau devait s'exprimer aujourd'hui en fin d'après-midi. Malheureusement, elle a eu un accident. Elle est tombée, elle s'est cassé le bras. Et donc, elle ne peut pas venir. Mais en revanche, Mme Hornung-Draus, qui devait, elle, intervenir demain matin, et qui a un agenda surchargé, viendra, elle, en fin d'après-midi. Donc, vous pouvez noter cette modification sur le déroulement de nos travaux. Alors, je vais les introduire assez brièvement, ces travaux. Le choix d'organiser ce séminaire sur les questions de l'entreprise vient d'une hypothèse forte selon laquelle l'entreprise, entendue comme liberté, capacité de projeter, d'organiser et d'inscrire dans la réalité des travaux collectifs, est menacée par l'évolution institutionnelle actuelle et parce que j'ai pu appeler le marché total. C'est peut-être l'une des institutions les plus menacées parce qu'elle est précipitée dans un temps que M. Juppé, qui interviendra cet après-midi, a appelé un temps anthropique, alors que l'entreprise exige, pour se déployer, un horizon de temps différent en tout cas de celui du high-speed trading. Mais la difficulté pour les juristes, c'est que le mot entreprise est pire qu'un mot valise, c'est-à-dire c'est un mot qu'on ne peut pas éviter d'employer, ne serait-ce que parce que le législateur en parle sans cesse, mais dont la signification est des plus complexes, mystérieuses, ça ne renvoie pas à un objet clairement identifié. Et ce mot lui-même, dans la langue, est issu d'une substantivation du verbe entreprendre. Et elle continue de désigner l'entreprise, dans son sens premier, une action qui consiste à mettre certains moyens en œuvre pour atteindre un objectif, que cet objectif soit militaire, amoureux, politique ou économique. Et c'est sous son sens économique, et bien entendu, et pas amoureux, que l'entreprise a été consacrée par la Charte européenne des droits fondamentaux, dont l'article 16 affirme la liberté d'entreprise, qui s'y présente comme une liberté complémentaire du, je cite, droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée, qui est consacrée par l'article 15. Donc liberté d'entreprendre et liberté du travail sont les deux faces d'une même médaille, d'une même liberté de l'agir économique. Et dans les deux cas, cette action inscrit celui qui l'exerce dans un jeu d'échanges qui peuvent porter ces échanges soit sur son activité elle-même, et alors ça sera le cas du travail subordonné, soit sur les produits de cette activité, ça sera le cas du travail indépendant ou de l'entreprise. Et donc ces liens étroits qui unissent ainsi la liberté d'entreprendre et la liberté du travail ont été affirmés dès 1791 par le décret d'Allard, dont je rappelle le contenu complet, à compter du 1er avril prochain. Il s'agit du 1er avril 1791. Nous sommes passés de la phase pré-révolutionnaire à la phase révolutionnaire. Il sera libre à toute personne de faire tel négoce, le mot négoce, c'est le vieux mot latin pour entreprise, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon. Point virgule. Mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente
d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. Donc si je cite l'intégralité de ce texte, parce que d'habitude on ne cite que la première partie qui parle de la liberté, mais pas la seconde qui en pose un cadre institutionnel. Alors cette terminologie, comme je viens de le dire, demeurait l'héritière du droit romain, où l'équivalent approximatif de l'entreprise, c'était le négocium, c'est-à-dire le contraire de l'osium, du loisir, et dont la traduction la plus facile en anglais serait business aujourd'hui. Et une formulation plus moderne a été donnée par le Conseil d'État qui compte au nombre des libertés publiques, je cite, « le libre accès à l'exercice par les citoyens de toute activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale ». Donc, du point de vue juridique, l'entreprise se présente comme la mise en œuvre d'une liberté d'agir. Et ça permet de comprendre pourquoi elle se déploie aussi bien en droit des personnes qu'en droit des contrats ou en droit des biens, car ce sont toujours des personnes qui entreprennent. Elles le font soit en leur propre nom et avec leur seul patrimoine, soit en contractant avec d'autres pour donner naissance à une ou plusieurs personnes morales qui vont unir leurs capitaux pour opérer sur les marchés, c'est-à-dire s'y lier par divers contrats à d'autres opérateurs économiques. Et c'est seulement si cette entreprise s'avère profitable qu'elle fera aussi figure de bien fructifère. Et donc on a ces différentes dimensions institutionnelles, contractuelles, patrimoniales, qui sont également constitutives de l'entreprise, et on ne saurait réduire cette dernière à l'une d'elles sans porter atteinte à la liberté d'entreprendre. Ainsi définie, l'entreprise peut recouvrir les montages juridiques les plus divers par leur taille, leurs objectifs, leur structure, leur degré de rattachement à un ou plusieurs ordres juridiques nationaux. C'est la raison pour laquelle elle ne peut pas plus être identifiée à la petite ou à la moyenne entreprise qu'à la multinationale ou à l'entreprise individuelle, car ce sont autant de manifestations possibles d'une même liberté de mobiliser des ressources matérielles et humaines en vue de la réalisation de produits ou de services qui peuvent eux-mêmes être extrêmement divers. C'est aussi la raison pour laquelle l'entreprise n'est pas nécessairement mue par un but lucratif, ce qu'on tend à oublier aujourd'hui. Je pense que M. Fournier et M. Hyez reviendront sur ce point demain. La liberté d'agir qui caractérise l'entreprise peut aussi bien servir à mettre en œuvre l'intérêt général ou à organiser des solidarités civiles qu'à réaliser des profits. Et les entreprises publiques ont ainsi largement contribué, au lendemain de la guerre, à la reconstruction économique de notre pays sous l'égide d'un État stratège qui trouvait en elles les moyens d'action dont ne disposait pas l'administration. De même, les entreprises à but non lucratif du secteur sanitaire et social, organisées sous forme d'associations ou de mutuelles, ont permis l'organisation de solidarités complémentaires de celles de la sécurité sociale, qui ne relèvent ni de la sphère publique ni de la sphère marchande. Et il est vrai que cette dimension de la liberté d'entreprendre a été considérablement réduite par le droit européen qui tend à imposer une dichotomie État-marché et ne laisse aucune place structurelle aux entreprises à but non lucratif. Tout au plus, les entreprises publiques peuvent-elles bénéficier de certaines dérogations au droit de la concurrence. Alors, comme le travail des hommes qu'elle emploie, et à la différence du travail des machines, l'entreprise est la mise en œuvre d'une idée, de la représentation d'un produit à réaliser ou d'un service à rendre. Et la réalisation éventuelle d'un profit dépend toujours du succès de cette mise en œuvre. J'insiste sur ce point parce que c'est un des traits, nous le verrons peut-être, de la corporate governance, d'identifier le but de l'entreprise à la réalisation de profit, mais le profit n'est qu'un sous-produit de la réalisation de produits. Ce qu'on a d'abord en tête, c'est de faire des livres, de construire des maisons, des bateaux, des avions. Et l'entreprise, ce qu'elle vise d'abord, c'est autre chose.
c'est la réalisation, c'est de faire surgir du neuf avec une communauté de travail. Et qu'elle soit ou non en compétition avec d'autres, une entreprise doit, pour réaliser ce produit ou rendre ce service, créer en son sein les conditions d'une coopération entre les travailleurs qui opèrent pour elle. Donc si une entreprise commence à introduire, et ça peut être un des effets du management tel qu'il est conçu aujourd'hui, la compétition à l'intérieur d'elle-même, c'est l'équivalent d'un navire dont on commence à faire des trous dans la coque, à introduire le principe de la liquidité à l'intérieur même du navire. Ce n'est pas de bon augure en général. On sait que alors, la manière de concevoir cette coopération varie selon les modèles nationaux. Et on sait que le modèle allemand de la Mitbestimmung, par exemple, est celui qui accorde la place la plus grande aux travailleurs. Nous en parlerons, je pense, avec Madame Renate Hornung-Draus. Donc, sans empiéter trop sur ce que va nous dire M. Schmöckel, on peut dire que dans la tradition rhénane, l'entreprise est d'abord plutôt perçue comme un sujet économique dont il faut assurer une certaine autonomie face aux travailleurs et aux apporteurs de capitaux. Dans la tradition de common law, mais ça, le professeur Simon Dickin nous en parlera demain, on y voit plutôt un bien économique qui serait la propriété, ce qui juridiquement, comme M. Robet l'a dit depuis longtemps, est inexact, mais la propriété des actionnaires. Et ces différences culturelles se donnent à voir dans les différentes versions linguistiques de la Charte européenne. C'est toujours extrêmement intéressant de prêter attention aux diverses versions linguistiques des textes internationaux, puisque la notion anglaise de « freedom to conduct a business » diffère quand même sensiblement des notions continentales de liberté d'entreprise ou de Unternehmerische Freiheit, ce qui est la version allemande. À grands traits, on impose aussi souvent ainsi un modèle rhénan à un modèle ou continental à un modèle plutôt anglo-américain. Nous verrons ce qu'il faut en penser tout à l'heure avec M. Schmöckel qui va nous retracer un peu l'histoire de ces constructions juridiques. Et dans les années 90, c'est ce modèle anglo-américain qui a été radicalisé et universalisé par la doctrine de la corporate governance, qui a promu, conformément à la théorie économique de l'agence, l'assujettissement de la direction des entreprises au pouvoir des actionnaires. Je ne m'étends pas sur cette doctrine, disons simplement que juridiquement, ça ne va pas. Elle repose sur des prémices juridiques inexactes. Je pense que M. Robet aussi reviendra sur ce point. Mais elle n'en a pas moins inspiré la plupart des réformes intervenues en droit de l'entreprise depuis 20 ans, au point que certains juristes américains ont vu dans sa généralisation la fin de l'histoire des sociétés commerciales. C'est un article qui date de 2001 de M. Hansmann et Krachmann, « The End of History for Corporate Law ». C'est terminé, victoire définitive d'un certain modèle actionnarial de l'entreprise. Est-ce que c'est vrai? Que faut-il en penser? Nous aurons l'occasion d'en parler pendant le colloque. Mais à partir du moment où on la considère ainsi essentiellement sous l'angle d'un objet de propriété, cette conception qui s'impose est une conception financière, et pour assurer la liquidité de ce bien, les règles qui assuraient la stabilité de l'organisation des entreprises et la pérennité de leur action ont été remplacées par d'autres qui visent à promouvoir au contraire ce que la Commission européenne appelle la recomposition permanente du tissu productif, donc quelque chose comme un tremblement de terre permanent. Cet impératif de liquidité incite les entreprises à flexibiliser l'emploi et à traiter ainsi leur personnel comme une variable d'ajustement, alors qu'il constitue l'essentiel de leur richesse et détermine leur capacité stratégique à entreprendre. Alors, la normalisation comptable a suivi ce mouvement en faisant du cours de bourse, je simplifie un peu, mais le critère de la juste valeur, la fair value, le critère de la valeur de l'entreprise. Alors, la France n'a pas été en reste dans ce mouvement, tout parti confondu, droite et gauche, dans l'implantation du modèle de la corporate governance. Ça a été relayé en France par plusieurs rapports rédigés sous l'égide du MEDEF. Il y en a un que je cite particulièrement toujours, c'est celui de M. Bouton,
qui ensuite s'est illustré à la tête de la Société Générale, comme nous le savons. Alors, une fois métamorphosée en objet spéculatif, une entreprise ne peut plus être le cadre stable d'une coopération efficace et diffuse au contraire en son sein la logique de concurrence généralisée dont elle est devenue l'un des jouets, ce qui mine les collectivités de travail et plonge les salariés dans un climat de révolution permanente. La réification de l'entreprise la situe en effet non plus dans le registre de l'action, qui est sa définition selon moi, comme je l'ai dit, mais dans la réaction aux signaux boursiers, dont l'unité de temps, je le rappelle, est la microseconde, voire la milliseconde. Et comme l'indique explicitement la substitution du terme de gouvernance à celui de gouvernement, le travail de ces dirigeants relève alors du même imaginaire cybernétique que celui qui pèse sur leurs salariés avec les mêmes effets de déconnexion du monde réel. Et au même titre que la liberté du travail, la capacité d'entreprendre paraît aujourd'hui menacée par la gouvernance par les nombres, qui tend à asservir l'entreprise à la réalisation d'objectifs chiffrés déconnectés des réalités économiques et sociales. Voilà à peu près le contexte dans lequel et l'ensemble d'idées qui m'a conduit à choisir ce thème pour le séminaire de cette année. Je ne veux pas trop abuser du temps de parole que je me suis octroyé ainsi pour introduire, et je vais tout de suite donc vous présenter les orateurs de ce matin qui sont réunis ici autour de moi, en commençant, et je vais lui donner la parole tout de suite, par le professeur Schmöckel, qui a bien voulu venir de Bonn, où il s'occupe d'histoire du droit et spécialement d'histoire du droit des sociétés, a bien voulu venir nous dire son point de vue sur cette diversité des cultures juridiques en matière d'entreprise. Donc, Monsieur Schmöckel, je vous passe la parole immédiatement.